Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de traverse. Avant de commencer, je vous dois des excuses parce que j'ai cherché du temps pour faire cette conférence à n'importe quel autre moment que maintenant. Mais entre le bébé, les langes, le boulot, etc., j'ai pas trouvé le temps, donc je la fais seulement maintenant. Or, c'est probablement le plus mauvais moment pour le faire. On est dimanche soir, les voisins sont pas couchés, l'Algérie a battu le Nigeria, je crois, et c'est le 14 juillet, donc il va y avoir, je peux vous le garantir, dans cette vidéo, inclus pour le même prix, des bruits de moteur, des bruits de klaxon, des bruits de gens, du bruit. Mais enfin, on va faire avec ce qu'on a. Donc, voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui, rassembler ensemble deux petites conférences, voilà, qui ont le même thème central. C'est des petites histoires, des petits contes en quelque sorte, même si c'est exclusivement des choses vues et entendues. Et voilà, c'est deux jolies petites histoires de sauvetage, comme l'indique le titre de la vidéo, que je voulais vous raconter. Voilà. Alors, la première s'intitule « Mais tout le monde joue le jeu ». Vous allez vite comprendre pourquoi. Je commence le texte. Comme d'habitude dans ces conférences de traverse, on travaille essentiellement autour d'un texte, qui commence à prendre méchamment forme d'ailleurs. Enfin, ça j'en parlerai une autre fois. Cette conférence, ainsi que la suivante, présente deux petites histoires, à travers lesquelles on peut voir comment une intelligence collective, discrète, peut réaliser le bonheur et l'épanouissement, voire le salut, de personnes qui, sans cette intelligence collective, vivraient des jours malheureux. Deux petites histoires d'entourage. Tout cela pourra paraître anodin, mais je vous demande d'avoir à l'esprit que dans des situations comparables, j'ai vu des dizaines de personnes s'effondrer totalement, mourir rapidement ou devenir légumes. C'est donc de discrètes opérations de sauvetage, dont j'ai été le témoin privilégié, que je veux ici vous raconter. Commençons. Nous allons à Rozay-en-Brie, commune moyenne, un peu moins de 3000 habitants, dans le pays briard, en Île-de-France. Très discrète commune. Rien, par exemple, ne laisse deviner qu'au bas Moyen-Âge, cette commune était essentiellement déployée sous terre, composée d'un réseau de souterrains qui, selon certains dires, allait jusqu'à Provins. Partant de la petite place dans laquelle l'hôtel de ville est discrètement lové, entouré de commerces et de bistrots, et glissons quelques minutes de rue en rue vers la maison de monsieur et madame X, que nous appellerons monsieur et madame Roseau, en hommage à Rozay-en-Brie, puisque Rozay, ça veut dire tout simplement roseau. Monsieur Roseau a 69 ans et sait depuis 4 ans qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer. Étrangement, et contre tout ce que la science médicale lui prédit, c'est-à-dire une lente dégénérescence, monsieur Roseau a le sentiment que cela va mieux depuis 1 an, c'est-à-dire depuis qu'il a reçu le diagnostic officiel. Je m'en suis aperçu moi-même. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, on perd le contrôle. Depuis, il se sentait incapable, de plus en plus désarmé face au quotidien. Maintenant qu'il sait, et que sa famille sait, on a mis un mot sur la chose, on a mis en place quelques mesures de précaution, et ça va mieux. En fait, avant d'avoir le diagnostic, ce qu'il vivait, c'était moins la maladie d'Alzheimer qu'une dépression. Un effondrement de sa personne qui se traduisait, entre autres choses, par des pertes de mémoire. Mais les gens autour de lui, ses collègues du club de cyclisme, comme sa famille, se sont mobilisés pour stopper cet effondrement. Il me dit « Tout le monde a joué le jeu. Ils ne m'ont pas laissé tomber. » La maladie a été diagnostiquée après une longue dépression et ce que monsieur et madame Roseau ont perçu comme un refus de diagnostic ou une forme de maltraitance. Ils ont dû aller à Coulommiers, puis à Melun, puis à Poton-Combault, puis à Créteil pour obtenir le diagnostic. Monsieur Roseau vit bien entouré. Sa femme, récemment retraitée, qui a 66 ans, l'aide à temps plein et ses 2 fils se sont montrés solidaires.
Ils ont repris son exploitation agricole et l'aident quand ils peuvent pour ses activités quotidiennes, et notamment pour l'accompagner faire du jardinage et du maraîchage dans son jardin à l'arrière de la maison. L'un travaillait déjà avec son père, le second a cessé une activité de plombier pour accompagner son père sur l'exploitation. Aujourd'hui, réduit à une position d'humilité, M. Roseau ressent un peu d'amertume parce qu'on perd le contrôle de tout. Lui qui était, selon ses propres dires, maniaque, ordonné, au centre de l'action et de la décision, il doit déléguer, laisser faire profit bas. M. Roseau n'a pas développé de rituel pour ne pas perdre et ne pas oublier. Il est en un sens minimaliste dans ses efforts et abandonne chaque activité qui lui paraît superficielle pour se consacrer à ce qui, selon lui, doit être vécu avant la mort, c'est-à-dire le jardinage, la transmission de son savoir agricole à ses fils, le vélo et le ski. Il veut vivre pleinement le temps qui lui reste à vivre et ne faire que ce qui vaut d'être vécu. Sacrée sélection, sacré défi. Monsieur Roseau, bien qu'il soit par le fait à la retraite, cultive encore du maïs, du blé, de l'orge et des betteraves sur une exploitation de 150 hectares grâce à l'aide de ses fils. Heureusement, pas de bêtes, nous dit-il. Il est très sensible à la météo qu'il anticipe comme de bons ou de mauvais présages pour sa récolte. Il a peur, en ce début d'été 2016, où je réalise l'entretien, que les blés brûlent. La retraite d'agriculteur de M. Roseau s'élève à 800 € par mois. Donc il n'est en fait pas question pour lui de s'arrêter de travailler. Mais grâce à ses fils, et probablement plus de 4 ans après le début de sa maladie, il peut, et c'est un petit miracle, continuer ses activités au champ, et donc ne pas mettre son foyer en faillite. Et puis, travailler au champ, c'est ce qu'il a toujours fait. C'est aussi ce qui lui permet de garder sa dignité, de ne pas déchoir. Et donc, si cela demeure du travail, même si c'est fatigant, cela vaut encore le coup d'être vécu. Monsieur Roseau vit avec sa femme dans une grande maison à étages qui le gêne parce que quand il perd quelque chose, il faut monter des étages et ça lui arrive tout le temps. Donc c'est une grande maison bordée par un grand jardin et un potager qu'il cultive quotidiennement. La plupart du temps, il se contente de son jardinage, qu'il apprécie énormément, mais dès que l'occasion s'en présente, il court aider ses fils au champ. À part le jardinage, M. Roseau est passionné de cyclisme et de ski. Ce qu'il apprécie particulièrement dans ses activités, ski, vélo et jardinage, c'est que, selon lui, elles facilitent la parole, sans pour autant que l'on y parle pour ne rien dire. Lorsque sa femme ne l'accompagne pas faire du vélo, ou ne l'envoie pas faire du ski, elle joue au Scrabble avec lui pour le stimuler, ou encore elle l'emmène chez un kinésithérapeute ou chez un orthophoniste. Elle l'emmènerait bien à l'aquagym avec elle pour pouvoir se reposer tout en gardant un œil sur lui. Il serait prêt à y consentir s'il y avait aussi à l'aquagym des collègues, c'est-à-dire les cyclistes. Pour le vélo, c'est simple. Les collègues viennent le chercher 1 à 2 fois par semaine et l'emmènent parcourir les routes du pays. Ils se font dans le groupe, roulent encore, puis les collègues le redéposent chez lui. Quelquefois, ils en profitent pour boire un coup. Ainsi, il peut voir ses amis se défouler, garder sa forme, s'en mettre plein les yeux et les jambes sans que sa maladie ne vienne le gêner ou inquiéter ses proches. Cela vaut la peine d'être vécu et il le vit pleinement. Bon, pour vous resituer, le pays Briard, le pays de Coulommiers, tout ça c'est quand même extrêmement plat. Par ailleurs, donc on peut faire des très très grandes virées, très longues virées à vélo. Mais vous voyez, on a presque l'impression qu'on ne parle pas de quelqu'un de malade. Habituellement, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer depuis 4 ans, il est soit légume, soit mort. Bon. Oh là là. Si vous savez le sentiment de haine profond qui m'habite envers tous les possesseurs de 2 roues motorisées. Mais revenons à nos moutons et ne nous laissons pas troubler par l'environnement de ma rue. Pour le ski de M. Roseau, c'est plus spectaculaire encore. 1 fois par an, plusieurs personnes de sa famille l'emmènent en montagne et assurent discrètement, à ses côtés, l'assouvissement de son grand plaisir. Il peut alors dévaler les pistes, goûter ce luxe auquel il rêve l'année durant, sans s'embarrasser de sa maladie.
Cela aussi vaut la peine d'être vécu, et M. Roseau peut le vivre intensément, comme on peut être absorbé par la griserie d'une descente à grande vitesse. M. Roseau a un compromis avec sa femme. Elle l'envoie encore chercher sa petite fille en ville, ou lui confie des petites tâches, même s'il y a un risque d'erreur ou d'oubli. Elle lui marque ainsi sa confiance, ce qui semble lui faire plaisir. Ainsi, il peut continuer à passer du temps avec sa petite fille et jouer avec elle. C'est toute la famille qui fait comme si de rien n'était, et s'il s'égare en chemin, c'est tout le quartier qui le réorientera tranquillement vers son domicile. Sa petite fille, la vie de quartier, cela aussi vaut la peine de meubler les derniers jours de M. Roseau. En théorie, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative irréversible. En théorie, après son diagnostic, on a à peu près 4 ans pour perdre, brutalement ou par palier, toute sa tête, sa mémoire, son autonomie. Pas de rémission possible. Monsieur Roseau s'est un peu remis et ne dégénère pas. Mais pour cela, il a besoin d'un peu d'aide. Aux institutions, Monsieur Roseau ne souhaite pas, de prime abord, demander de l'aide. Je suis assez embarrassé pour demander de l'aide, dit-il. Monsieur Roseau aimerait qu'on l'aide à faire les activités qui lui réchauffent le cœur, ses passions, de manière autonome ou pour le moins sans ennuyer sa femme. Ça me plairait, partir en vélo en France. Dans le même genre d'idée, il souhaiterait qu'on l'accompagne faire du ski sans peser sur son entourage. En effet, ces activités plus celles du jardinage constituent sa source essentielle de plaisir dans la vie. Il s'agit à la fois d'échappatoire et d'activités avec les autres, en commun, avec les collègues, c'est-à-dire ceux qui ont le même loisir que lui. Pendant ces moments-là, non seulement on lui montre discrètement qu'on le comprend et qu'on le respecte, mais encore, il n'a pas l'impression d'être discriminé, puisqu'avec quelques complicités discrètes, il peut encore faire ses loisirs, pratiquer ses loisirs. Un passant qui le verrait filer à vélo avec son peloton d'amis n'y verrait que du feu. Je me demande si j'y ai pas pensé à cause du Tour de France, tiens, cette histoire-là. L'épisode pré-diagnostic est resté très traumatisant pour le couple. Avant le diagnostic, ça n'allait pas du tout, il était blanc comme un mort. Madame Roseau mentionne qu'il lui faisait perdre ses nerfs, qu'elle était en colère à cause de ses oublis et de ses négligences. Monsieur Roseau en ressent une grande culpabilité. Ces griefs semblent encore enquistés dans leur relation, même depuis la prise en charge, puisqu'en effet, Monsieur Roseau s'excuse plusieurs fois de sa maladie au cours de l'entretien et garde une position d'humilité totale quant aux possibles aides, quand elle lui fait de nombreux reproches sur le passé pendant l'entretien. Pendant tout l'entretien, M. Roseau demeure concentré, disponible, même s'il a à l'évidence des petites pertes d'attention ou de mémoire, qui l'empêchent de suivre parfaitement la situation. Il est capable d'humour encore. Au début, on rigolait pas, mais aujourd'hui, on rigole. De toute façon, il faut bien. À chaque fois que sa mémoire décroche, il réoriente la conversation sur la propriété agricole, et notamment sur le risque de feu dans les champs. Madame Roseau, ancienne postière, dit qu'elle est tombée en retraite, et que ça lui est tombé dessus comme l'Alzheimer de son mari. Elle est complètement perdue dans la recherche des aides officielles. Elle voudrait qu'on lui paye les activités qui lui permettent de se défouler, aquagym, sophrologie, théâtre. Monsieur Roseau est parfaitement d'accord, parce que sinon elle va me taper dessus, dit-il en riant à demi. En attendant, tout tient. Et son entourage offre à Monsieur Roseau un quotidien simple et doux, dont la vertu est telle qu'elle le maintient comme au-dessus du gouffre de sa maladie, simplement en l'accompagnant et en respectant ses élans, ce qui lui plaît et ce qui le maintient vivant. Bon, voilà cette première histoire que je vous demande tout simplement de mettre en regard avec tous les autres cas que vous pouvez avoir en votre connaissance, ou un vieux qui a l'Alzheimer est réduit très vite à un état de légume, puis placé en EHPAD, ou rapidement placé en EHPAD et ensuite devenant légume. Ici, on a un de ces rares cas où, avec un peu de bienveillance, un tout petit peu de bienveillance, et en réutilisant des choses qui sont déjà là, des loisirs connus, en fait, on fait de ces loisirs et d'une certaine qualité de vie
un remède contre la maladie, et, ô surprise, ça marche. Voici la seconde petite histoire dans un pays assez éloigné que je vous présenterai dans le cours du texte. Bien. Cette seconde conférence s'appelle La bonne fée marraine, mais enfin les deux sont rassemblés dans cette conférence globale qu'on va appeler sauvetage. La bonne fée marraine. Nous continuons nos histoires de sauvetage avec l'histoire de la bonne fée marraine. Toute cette histoire commence par une erreur, un dénivelé lu à l'envers, un effort et un temps de trajet sous-estimé. Et je rejoins Sermaises-les-Bains en partant de la gare Meuse-TGV à vélo. Après avoir traversé les anciens champs de bataille et les cimetières de la Meuse, j'entre dans la Marne, puis j'arrive à Sermaises, le visage couvert de croûtes de sel, à l'heure, mais écroulé de fatigue. Oui, parce que j'avais regardé le trajet en pensant que c'était une descente et c'était une montée. À l'heure, attention là c'est important, à l'heure, c'est-à-dire avec le temps de humer un peu la ville avant de mener l'interview. Promenade rapide, plat du jour à l'Eden Bar sur la place de la mairie, route de Vitry. Plat du jour très présentable pour un PMU de ce genre. La mairie a quelque chose de glorieusement délicat, élément de fierté dans la petite rivalité avec Vanneau-les-Dames. Bon. Une fois séché, je vais rencontrer Madame A. Madame A a 78 ans. Elle habite à Sermaises-les-Bains et y a toujours vécu. Elle habite dans un petit appartement propre dans le corps d'une école primaire au second étage qu'elle loue à un tarif avantageux à la mairie de Sermaises-les-Bains. Elle était très occupée avant. Elle était nourrice et a élevé 42 enfants. Elle travaillait aussi au bureau d'aide sociale pendant 27 ans. Elle faisait aussi la PMI et les sandwichs quand il y avait le don du sang. Pendant 32 ans, elle a fait des colis pour les personnes âgées à Noël au 14 juillet. Elle préparait le goûter. Qui plus est, en sus de son activité de nounou, elle travaillait le samedi et le dimanche dans une boulangerie. J'ai été très occupé jusqu'à ce que j'ai 70 ans. Et quand j'ai eu 70 ans, j'ai eu une crise cardiaque. Et là, j'ai été obligé de tout couper, de tout arrêter, dit cette intarissable femme qui sait cependant faire entendre sa voix partout à la ronde. L'année de ses 70 ans, quelques jours avant sa crise cardiaque, elle a aussi dû enterrer son mari. Elle est passée d'une activité quasi humanitaire à plus rien. Humanitaire, c'est elle qui utilise le terme. Un jour, t'as plus le droit de faire quelque chose. Sous peine de mort. Ah, c'est moi qui le dis. C'était il y a 8 ans. Elle a un fils et une fille, l'un à 4 km, l'autre à 480. Même son fils, qui vit à côté, ne vient pas la voir. Ses petits-enfants communiquent avec elle par SMS et par téléphone. Les copines peinent à venir la voir à cause des 2 étages. Elle habite au 2e étage, rappelez-vous. Alors elle a posé une chaise au premier pour que les copines y fassent des pauses, et elle y laisse des genres de goûter pour que ces dames puissent reprendre des forces. En fait, ce dispositif a été mis en place pour son mari, mais il est mort avant de pouvoir s'en servir vraiment. On voit que cette femme a essentiellement travaillé comme une aidante militante. Sa grande souffrance aujourd'hui, selon elle, et dans des mots qu'elle emprunte peut-être, c'est qu'elle est isolée. Alors moi, ce que je fais, c'est que je suis une personne isolée, très isolée, me dit-elle. C'est d'ailleurs parce qu'elle raconte cette fable, ou plus exactement ce qu'elle ressent sincèrement, parce qu'elle ressent sincèrement cet isolement, qu'on m'a envoyé l'interview. La doctoresse, donc sa docteure, ne veut pas qu'elle sorte trop souvent, pas non plus qu'elle tire sa charrette, c'est-à-dire son caddie. Les médecins cardiologues de Nancy qui la suivent lui déconseillent de prendre le train. Elle reste donc chez elle. Cela étant, elle se plaint de ses prescriptions, mais elle avoue sentir qu'elle ne pourrait pas faire ses activités extérieures, même si elle a une pile. Pacemaker. J'ai un appareil sur la table de nuit qui envoie des données à Nancy toute la nuit, dit-elle un peu fière. Elle nous montrera son appareil en disant « C'est comme une portée de musique avec des points noirs qui montent et qui descendent la feuille. » Et le médecin, il ne la reçoit pas à l'hôpital, dans son cabinet privé. Elle a eu sa crise cardiaque à Bar-le-Duc, et de Bar-le-Duc, on l'a envoyée à Nancy. Elle faisait des malaises avant la pose du pacemaker.
Elle avait l'habitude de passer ses vacances aux îles Baléares, et c'est suite à des vacances aux Baléares qu'elle a déclenché une crise cardiaque. Madame S, sa doctoresse, avec moi c'est un peu à part, parce que moi j'étais ami avec sa mère, alors parfois on parle de sa mère et de sa sœur, au point que des fois on oublie de parler des médicaments. Faut que je marque ce que j'ai à lui demander, j'ai même son numéro personnel et son portable, elle vient ici, elle veut pas que j'aille là-bas. Son docteur ne s'occupe cependant pas de ce problème d'isolement. En tout cas, à première vue. Mais on va voir qu'en fait, si. Madame A demande des bons de transport en VSL pour les trajets de moins de 150 km et des prescriptions pour aller dans une maison de repos à Baccarat, qui est, après vérification, à 161 km. Elle ne sort que dans le milieu de Sermaize pour aller à la poste et à la banque très tôt le matin, chez le coiffeur et à la boulangerie, pour prendre 2 baguettes qu'elle coupe en 2, une demi-baguette par jour. Elle n'ose pas aller au café avec des amis, on pourrait jaser. Vous voyez, une petite grand-mère comme ça, qui va tous les matins très tôt, dès que la boulangerie ouvre, chercher ses 2 baguettes qu'elle coupe en 2. Voilà. Ces sorties sont indispensables. Elle n'a pas le permis de conduire. Si elle doit faire une sortie importante le matin, alors elle doit se reposer à partir de l'après-midi de la veille pour être en forme le lendemain. Elle a droit à une personne qui vient faire le ménage chez elle 1h30 par semaine, tous les jeudis, et 2 heures par mois pour faire des courses. Elle a besoin de ces 2 heures parce qu'on ne trouve pas tout à Sermaize. Celle qui fait les courses n'est pas celle qui fait le ménage. Comme elle est maniaque, en fait elle refuse que la femme de ménage fasse le ménage, elle veut lui apprendre à travailler parce qu'il y en a qui ne savent pas. Il y en a une par exemple, elle faisait ma cuisine, elle tournait autour des chaises. Alors je lui ai dit non, c'est pas comme ça. J'ai mis les chaises sur la table. Malgré ses manies, elle souffre de ne pas pouvoir balayer, passer l'aspirateur, faire son lit à fond. Cela étant, elle garde de bonnes relations avec ses auxiliaires de vie sociale et tente de les choyer. Elle leur prépare une tasse de thé, des petits chocolats, lorsqu'elles doivent venir pendant son absence. Elles viennent en quelque sorte aussi prendre le goûter chez elle. Madame A se plaint de sa solitude et dramatise parfois. « Je suis seule, je joue au Scrabble toute seule ». Mais elle ajoute ensuite qu'après sa retraite, on lui a proposé d'être la présidente du club de jeux de Sermaize. Alors là, je ne voulais plus. Rien. Moi, j'ai vécu pendant des années la main sur l'horloge avec les gamins et tout, et la boulangerie, c'était fini. J'ai plus voulu me mêler de rien. J'aimais bien danser, j'y vais plus. Elle a renoncé à tous ses plaisirs apparemment. Du moins, c'est ainsi qu'elle présente les choses. Elle préfère ne rien demander à ses enfants, et surtout pas à son fils qui habite tout près, mais qui renacle à l'aider. Elle préfère se taire plutôt que de se mettre à genoux. Et la description commence à devenir tragique. Mes enfants me voient bien, ils pensent que ça va, et en plus je suis coquette, mais ils ne voient pas comme c'est à l'intérieur. Par ailleurs, elle ne veut pas non plus faire venir n'importe qui chez elle. Elle préfère de loin rester seule, plutôt que d'aller en maison de retraite, même s'il y aurait de la compagnie. Alors voilà, une femme à la santé brisée par un cœur fatigué, une femme qui était entourée d'enfants et qui souffre de solitude, une femme qui battait la campagne et qui ne sort plus, une femme hyperactive devenue invalide, seule, isolée, qui ne voit plus que sa femme de ménage et l'auxiliaire de vie sociale qui vient l'aider à faire les courses, de temps en temps son médecin, et c'est tout. Non. Il faut creuser un peu pour découvrir les trésors de Madame A. D'une part, elle lit et elle écrit beaucoup. Ses enfants lui envoient des livres, elle entretient des relations épistolaires avec ses amis. C'est son gendre qui lui fait envoyer ses livres par Amazon. Je lis tout, et même des trucs coquins, par exemple les 50 nuances de gris. Et puis surtout, il y a le médecin malin des cures à Baccarat. D'abord, il a bien senti ce personnage, et il s'est dit qu'elle aimerait probablement se rendre utile. Alors, il a donné à cette ancienne nounou un rôle de quasi-infirmière pendant ses séjours. Elle raconte qu'elle a ainsi remis sur pied une dame qui devait aller en maison de retraite. Eh bien, elle est repartie chez elle grâce à moi. Elles étaient voisines de chambre et elle s'était aperçue que sa voisine n'arrivait plus à couper sa nourriture. L'ancienne nourrice a donc repris du service, tenant compagnie à la dame. Qu'est-ce que j'étais contente! Elle revient, le jour où je la rencontre, d'une semaine de repos à Baccarat, où le médecin lui a en quelque sorte suggéré de prendre chez elle, pour une dizaine de jours, un homme, devant prendre des forces avant une chimiothérapie, afin qu'elle le nourrisse et qu'elle s'occupe de lui. Elle a accepté.
L'homme est venu chez elle. Elle lui prépare des tartes pour qu'il reprenne des forces. Il est jeune, en tout cas plus jeune qu'elle. Cet homme l'emmène à Saint-Dizier boire du thé, ce qui est pour elle un grand plaisir. Oui, parce qu'à Sermaises-les-Bains, on pourrait faire des ragots, mais à Vitry-le-François, ça va. Il ne peut pas l'emmener danser à cause du cœur de Madame A, qui est fragile, mais il se laisse chouchouter. Bien qu'il soit beaucoup plus jeune qu'elle, ils se font des câlins, dit-elle en rosissant. Parce que c'est important, la tendresse. L'expérience a plu à Madame A. Elle est presque redevenue nounou. Elle en recrutera d'autres, des cancéreux à chouchouter dans son petit appartement perché. Dans le fond, son appartement, elle ne le quitterait pour rien au monde, même s'il est perché et qu'il menace sa capacité de sortir. Moi, j'ai l'impression qu'un jour, je tomberai puis j'y resterai. Elle ne veut pas quitter son appartement pour un autre qui serait plus pratique. Moi, j'ai un appartement très bien aménagé, le seul défaut, les escaliers. Dans le fond, cet appartement, c'est presque pour elle une assurance contre une mort lente et végétative. Elle vivra son risque et le jour venu, elle y restera, ça c'est ses termes à elle, pour de bon, ayant mené la vie qui lui plaît jusqu'au bout. Sa fille, son gendre, celui qui envoie les colis Amazon avec 50 nuances de gris, ses amis, son ancien médecin, le médecin des cures de Baccarat, son malade à chouchouter, le nouveau médecin qui a compris le rôle crucial des cures et qui ne rechigne jamais à les lui prescrire, la femme de ménage qui se laisse enseigner, qui vient partager le goûter, la dame des courses qui accepte d'aller en réalité faire des virées au cimetière, voir la tombe du mari, c'est tout ce petit monde qui permet à Madame A de couler des jours à peu près heureux au lieu de crevouiller doucement dans sa cage surélevée. Ô vous qui voyez un de nos anciens perdre ses moyens, ayez la grâce de jouer son jeu pendant ces derniers jours. Vous serez récompensé au centuple. C'est la morale de ces deux petites histoires que je voulais vous proposer. Le chemin vers la mort, le chemin vers le ciel est plus doux quand on est léger d'un quotidien vivable et à sa mesure. Aussi, dans de telles circonstances, on prend soin de ne peser sur rien. Ainsi, Monsieur Roseau et Madame A. Voilà. La semaine prochaine, je vous ferai une conférence qui était que j'ai pas eu l'opportunité de faire à Tolbiac et qui s'intitule Dans quel pays se trouve Tolbiac? Voilà. Et sur ce, salut tes joies!